Plongez dans les fonds marins et découvrez un monde incroyable. On y croise d'immenses volcans, des températures pouvant faire fondre le plomb, les animaux les plus vieux de la planète et des séismes sous-marins capables d'envoyer des vagues meurtrières sur les côtes à des milliers de kilomètres. Aux frontières de la science vous emmène en voyage sous les flots jusqu'au fond de l'océan. Et nous percerons les secrets des profondeurs marines. La Terre, une planète dominée par l'eau. Les océans recouvrent près des 2/3 de sa surface, 360 millions de kilomètres carrés, 1340 billions de litres d'eau. Mais si nous pouvions les vider, un paysage extraordinaire apparaîtrait. 100 000 volcans appelés montagnes sous-marines. La plus longue chaîne de montagnes de la planète. Et 22 fosses océaniques, certaines plus profondes que la hauteur de l'Everest. Le fond de l'océan est l'une des régions les plus géologiquement actives de la planète. Pour comprendre comment il naît, nous devons plonger au fond de l'eau. De la surface jusqu'au point le plus bas, il y a une distance de 11 km. Cela peut sembler relativement modeste, mais descendre jusque-là est une aventure périlleuse. Plus nombreux sont les gens qui ont fait le voyage jusqu'à la Lune que vers les plus grands fonds marins. L'océan doit inspirer de la crainte. Tout le monde devrait en avoir peur. La pression est forte, jusqu'à 350 kg par centimètre carré. Voilà pourquoi c'est l'une des dernières grandes frontières inexplorées de la planète. Pour se faire une idée de l'immensité des fonds marins, imaginons une plongeuse nageant jusqu'aux régions les plus reculées de l'océan. Nous allons la suivre dans son voyage imaginaire jusqu'au plancher océanique. En chemin, nous pourrons admirer certains des reliefs les plus extraordinaires au monde, des plateaux, des crêtes, des plaines et des fosses jusqu'à 11 km sous la surface. C'est un voyage impossible. Mais si nous pouvions le faire, quel panorama croiserions-nous sur notre route? À quoi ressemblerait cet étrange monde sous-marin? Notre première destination, non loin de la surface, est la plateforme continentale. Entourant presque tous les continents, c'est un rebord qui s'avance jusqu'à environ 80 km des côtes. La plateforme est peu profonde, avec en moyenne 135 mètres de profondeur. Par exemple, si on y posait l'Empire State Building, la moitié du gratte-ciel sortirait encore de l'eau. Mais elle offre un paysage à couper le souffle. Des ravins gigantesques transpercent la plateforme. Beaucoup, comme le canyon de Monterey au large de la Californie, sont aussi profonds et larges que le Grand Canyon. La plupart datent de la dernière grande glaciation. Il y a 20 000 ans, l'eau a gelé pour former des calottes glaciaires de plusieurs kilomètres d'épaisseur. À mesure que la glace s'accumulait, le niveau des mers du monde entier a chuté de 120 mètres. Les plateformes continentales sont donc devenues des zones sèches en bordure des continents. Par conséquent, les fleuves qui se jetaient dans la mer se sont retrouvés face à un dénivelé de 120 mètres. Ils se sont donc changés en torrents et les cascades ont creusé des canyons dans la roche.
À la fin de la glaciation, les calottes ont fondu et la montée des océans a recouvert ces régions du littoral, créant les plateformes continentales. Les canyons géants ont donc été engloutis. Quand la plateforme se termine, elle se prolonge par un versant progressif appelé pente ou talus continental. C'est là que nous allons maintenant. Plus nous descendons, moins il y a de lumière. À environ 500 mètres, la température chute brutalement pour atteindre 4 degrés. Et la pression s'intensifie. Elle suffirait à transformer un ballon de football en balle de baseball. Dans cet environnement extrême, d'étranges phénomènes commencent à être observés. Dans les années 1980, les géologues ont commencé à scanner les plateformes et les pentes continentales avec des sonars panoramiques. Ils ont découvert un relief criblé de cratères géants, sans doute formés par la libération brutale de gaz par le plancher océanique. Certains avancent même que ces jets de gaz pourraient couler des navires et expliquer notamment les mystères du triangle des Bermudes. Ces émissions de gaz sont sans conteste dangereuses. Cette plateforme pétrolière au large de la Norvège s'enfonce peu à peu dans une mer de gaz bouillonnant depuis qu'un forage est malencontreusement tombé sur une poche de méthane. Ce type de mésaventure pousse les géologues à explorer davantage les fonds marins. Au bord de la plateforme continentale dans le golfe du Mexique, une équipe de scientifiques se prépare à plonger. Sa mission ? Enquêter sur une étrange substance qui pourrait provoquer des émissions de gaz au fond de l'eau. Protégés par une sphère transparente en acrylique d'une épaisseur de 13 cm, les hommes partent pour la pente continentale à bord du sous-marin Johnson Sea Link. À 550 mètres, ils trouvent ce qu'ils cherchaient. Un monticule de substance glacée jaune pâle appelée hydrate de méthane. Elle se forme quand la pression est intense, à plus de 300 mètres de profondeur, et elle contient du gaz. En Écosse, à l'université Heriot-Watt, le géologue Ross Anderson étudie ce composé. On y trouve essentiellement de l'eau, mais aussi beaucoup de méthane. Ross Anderson va nous en faire la démonstration. Ce gaz brûle, mais ne tentez pas l'expérience chez vous. C'est un peu chaud, mais en fondant, l'eau refroidit ma main. Donc en dessous, c'est même très froid. Mais là où ma main est sèche, je sens la chaleur des flammes. L'hydrate de méthane contient tellement de gaz que chaque centimètre cube de glace libère 160 cm3 de méthane. En contrebas de la pente continentale, le gaz est normalement emprisonné dans l'hydrate de méthane. Mais si la température ou la pression change, le méthane fond et le gaz s'échappe. Les explosions soudaines peuvent même laisser des cratères. Mais certains pensent que les conséquences peuvent aller plus loin. Comme par exemple, couler un navire en surface. À l'université Monash en Australie, des physiciens procèdent à des expériences en bassin. Ils dirigent une bulle de gaz vers une maquette de bateau. Si l'embarcation se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, elle coule immanquablement. Personne n'a jamais évoqué de naufrage dû à une bulle de gaz, mais certains pensent que l'hydrate de méthane pourrait expliquer la disparition de navires dans le triangle des Bermudes. Et l'hydrate de méthane attire l'attention pour une autre raison. Dans le monde, on estime qu'il y a jusqu'à 11 millions de billions de mètres cubes d'hydrate de méthane enfermés dans les plateformes continentales et d'autres zones océaniques. Selon certaines estimations, c'est plus de 2 fois la capacité énergétique des réserves mondiales de pétrole, de gaz et de charbon. Cette étrange substance est difficile à extraire, mais elle pourrait être le combustible de l'avenir.
La géologie complexe des pentes continentales produit certaines des caractéristiques les plus bizarres de notre planète. À 600 mètres de profondeur, au milieu du plancher océanique désertique, le sous-marin d'observation tombe sur quelque chose qui semble défier les lois de la physique. Un point d'eau avec des ondulations de surface. Le biologiste Charles Fisher de l'Université de Pennsylvanie étudie cet étrange lac sous-marin appelé mare d'eau salée. Tomber sur la mare d'eau salée dans le golfe du Mexique a été une expérience fantastique. On est dans un sous-marin, sur le plancher marin, parfaitement conscient d'être au fond de l'océan, et tout d'un coup, on aperçoit un lac. La solution saline qui coule des rochers voisins remplit le cratère. Comme elle est 5 fois plus salée que l'eau de mer environnante, elle est suffisamment dense pour ne pas se diluer et former une mare sous-marine. L'eau salée est tellement dense que le sous-marin flotte sur la surface de la mare. On voit se former des vaguelettes et tout autour, les animaux marchent dessus. C'est un spectacle surréaliste. Les bulles de méthane remontent dans l'eau de la mare. Une forte teneur en méthane est fatale pour la plupart des créatures. Mais pour celles qui vivent ici, c'est la clé de leur survie. Nous savons que l'on peut puiser de l'énergie dans le méthane, car c'est ce que nous utilisons pour cuisiner dans nos réchauds à gaz. Mais qu'un animal soit capable d'exploiter cette énergie pour se développer avec l'aide des bactéries, c'est vraiment unique. Les milliers de coquillages qui vivent autour de la mare abritent des bactéries qui brûlent le gaz et le transforment en nourriture. On pourrait s'attendre à ce que la vie ait du mal à se maintenir dans ce type d'environnement si hostile à l'être humain. Pourtant, une galerie d'étranges habitants prospère grâce au gaz dégagé par la pente continentale. La meilleure preuve que c'est un endroit favorable à la vie vient de créatures particulièrement étonnantes. Les vers tubicoles. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1,80 m. Les scientifiques s'émerveillent de leur taille et sont stupéfaits quand ils réalisent leur âge. Ils déterminent leur durée de vie en calculant leur rythme de croissance. Tout d'abord, ils colorent en bleu l'extrémité des vers. Puis, 1 an plus tard, ils reviennent et mesurent la partie blanche qui a grandi dans l'intervalle au bout du tube. C'est ainsi qu'ils constatent que les plus longs vers ne grandissent que d'environ 6 mm par an. Ces animaux auraient donc la plus longue espérance de vie de la planète. On a découvert que ces vers tubicoles se développaient très lentement. Nous savons maintenant qu'ils peuvent vivre au moins 200 ou 300 ans et probablement bien plus. Au début, personne dans la communauté scientifique n'a voulu nous croire. Nous avons mis plusieurs années à convaincre les gens. Certains de ces vers ont donc commencé leur vie il y a 250 ans, sous le règne de Louis XV. Ils sont la preuve que la vie peut exister à des profondeurs extrêmes. Mais les conditions vont bientôt devenir encore plus hostiles. En continuant à plonger, nous allons rencontrer la plus grande création volcanique de la planète. Une ceinture de magma qui encercle le globe. Seconde Guerre mondiale, la grande époque des batailles navales. Pour mieux traquer les sous-marins ennemis, la marine équipe ses navires de sonar. Entre deux missions, ils sillonnent l'océan et scrutent les fonds marins. Leurs informations sont restées classées top secret pendant des années, mais en 1977, la cartographe Marie Tarp et le géologue Bruce Hazen ont réuni les relevés de la Seconde Guerre et de nouvelles données pour créer la première carte des fonds marins. C'est ainsi qu'on découvre la plus grande formation volcanique de la planète, la dorsale médio-océanique. Elle culmine à 3700 mètres du fond et s'enroule tout autour de la planète sur une longueur avoisinant 64 000 km.
Elle est 4 fois plus longue que les Andes, les Rocheuses et l'Himalaya combinés. La dorsale médio-océanique est la prochaine escale du voyage imaginaire de notre plongeuse vers le fond de l'océan. Elle se trouve à 2400 mètres sous la surface. Aucune lumière ne parvient ici et la température est glaciale. C'est un environnement impitoyable. La géologue marine Deborah Kelly est l'une des rares à avoir visité la dorsale. C'est un paysage exceptionnel. Autrefois, j'étudiais les volcans de surface et c'est un plaisir immense de descendre sous l'eau. Aujourd'hui, elle plonge vers la dorsale dans le Pacifique Est. Alors qu'elle entame son expédition vers le fond, l'équipage coupe les phares du sous-marin pour économiser l'énergie. Pendant les 90 minutes de descente, leurs seuls compagnons sont des créatures fantomatiques. Dans la colonne d'eau, on croise de nombreux organismes bioluminescents. La première fois, je me suis dit que c'était comme être dans l'espace et regarder les étoiles. À 90 mètres du fond, les lumières sont rallumées. D'un coup, tout un monde apparaît sous nos yeux. Voici l'univers chaotique de la dorsale médio-océanique. Alimentées par la chaleur intense qui remonte des entrailles de la Terre, des cheminées volcaniques surnommées fumeurs noirs libèrent de sombres panaches dans l'eau. Ces sources chaudes sous-marines sont ce qu'on appelle un champ hydrothermal. Celui-ci regroupe environ 80 cheminées, dont certaines s'élèvent à plus de 50 mètres de hauteur. L'eau qui surgit de ces sources est brûlante. En raison de la pression à 2400 mètres de fond, l'eau ne rentre pas en ébullition. Elle reste liquide alors qu'elle atteint 400 degrés. Et en plus d'être chaude, elle est acide. Comment prélever un échantillon de liquide à 400 degrés? L'aluminium serait dissous en une journée, tout comme le quartz. Et le plomb fondrait. Ces fumeurs sont dits noirs car le liquide brûlant contient des minéraux comme des sulfures de métaux. Quand ils entrent en contact avec l'eau glacée de l'océan environnant, ils forment des milliards de minuscules particules noires qui ressemblent à de la fumée. Mais comment se développent ces cheminées? Nous connaissons tous les geysers, comme ceux du parc national de Yellowstone, qui peuvent entrer en éruption plusieurs fois par jour. Ils crachent une colonne d'eau chauffée par la roche volcanique dans l'écorce terrestre. Les fumeurs noirs sont comme des geysers sous-marins. L'eau de mer s'infiltre dans le sous-sol par des crevasses. À plusieurs kilomètres de profondeur, elle rencontre le magma. Sa température augmente et elle remonte vers le haut chargée de minéraux. Quand ils pénètrent dans l'eau froide, ces minéraux cristallisent et se fixent sur le sommet de la cheminée qui grandit donc peu à peu. Mais les fumeurs noirs n'ont pas forcément une longue vie. En une seule année, 12 000 séismes ont secoué cette section de la dorsale Juan de Fuca, signe d'une activité volcanique dans le sous-sol. La plupart sont mineurs, mais certains sont assez puissants pour renverser les cheminées. L'équipe de chercheurs décide d'enquêter sur le rythme de croissance de ces cheminées en découpant le sommet d'un fumeur noir. Pour ce faire, un submersible robotisé est équipé d'une tronçonneuse. Une cage métallique est abaissée autour du sommet de la cheminée qui est entourée de câbles avant d'être sciée. C'est ce qu'on appelle un bel échantillon. Quand l'équipe revient 3 jours plus tard, la cheminée a déjà regagné pas moins d'1,80 m.
Pour les humains, ce cocktail de substances chimiques déversées par les sources chaudes serait mortel. Mais pour certaines créatures, ces cheminées sont une oasis au milieu du désert. Comme les animaux vivant autour de la mare d'eau salée, ceux d'ici utilisent des bactéries présentes dans leurs branchies pour convertir en énergie les émanations chimiques des cheminées. Loin de la lumière du soleil, les fumeurs noirs permettent à toutes sortes de crustacés et de poissons de vivre dans cet endroit inhospitalier et sombre. L'énergie dégagée par les cheminées est phénoménale. Celles qui ont été découvertes jusqu'à présent libèrent environ 17 000 milliards de watts, soit presque l'équivalent de l'énergie totale consommée par l'humanité en un an. La chaleur dégagée nous laisse deviner la puissance des forces qui ont façonné la dorsale médio-océanique. Pour expliquer une création aussi gigantesque, il faut une théorie à la hauteur. Dans les années 1960, les géologues ont émis l'une des idées les plus radicales de l'histoire de la science. Ils ont suggéré que la dorsale médio-océanique était une immense crevasse où l'écorce terrestre se déchirait. La géologue Susan Humphries de l'Institut océanographique Woods Hole, dans le Massachusetts, étudie la dorsale. Quand on envisage la Terre comme une entité, on réalise que l'écorce sur laquelle nous vivons est extrêmement mince comparée au reste de la planète. Elle est sans doute aussi fine que la peau d'un oignon. Si on pouvait disséquer la Terre, on constaterait qu'elle est composée de plusieurs couches. Un noyau central, un manteau épais et une fine croûte. D'immenses plaques rocheuses constituent sa surface externe. Quand elle se fracture, les matériaux en fusion du sous-sol peuvent remonter et former une nouvelle croûte. C'est ce qui se passe au niveau de la dorsale. C'est comme une immense cicatrice qui ne se referme jamais et d'où suintent en permanence des éléments qui créent un nouveau plancher océanique de part et d'autre de la dorsale. À mesure que les matériaux expulsés s'éloignent du centre brûlant de la dorsale, ils refroidissent. Mais ils ne sont pas inactifs. Les scientifiques ont récemment découvert que le nouveau sol pouvait encore évoluer de manière surprenante. Décembre 2000. Un groupe de géologues part en expédition de recherche pour étudier la dorsale dans l'Atlantique. Leur destination est une chaîne de montagnes sous-marines au bord de la dorsale, à 2400 km à l'est de la Floride. Vers 700 mètres de profondeur, leur caméra télécommandée filme une forêt de colonnes rocheuses blanches évoquant des stalagmites. Ce sont des sources sous-marines comme on n'en avait jamais vu. Le site est baptisé la Cité perdue. Ce champ compte plus de 30 cheminées. La plus haute culmine à 60 mètres, soit plus haut que la Statue de la Liberté. Contrairement aux fumeurs noirs, les concrétions de la Cité perdue ne sont pas issues de l'activité volcanique. Elles naissent d'une réaction chimique. Quand l'eau s'infiltre dans les fissures de la montagne, elle entre en réaction avec les composants de la roche pour produire de la chaleur. Ces réactions chimiques dégagent suffisamment de chaleur pour que le champ hydrothermal continue à évoluer pendant plusieurs millénaires. Voici une petite chaufferette pour les mains, comme on en emporte pour faire du camping. Je vais juste tordre ce petit disque. La réaction chimique dans la chaufferette est la même que celle qui chauffe la roche dans la Cité perdue. Quand on la tient, on sent bien que c'est chaud. Cette simple réaction chimique produit beaucoup de chaleur. Dans la Cité perdue, la réaction chimique augmente la température de la roche de 260 degrés. Une sorte de super chaufferette. Malgré leur puissance et leur beauté, les fumeurs noirs et les colonnes blanches de la dorsale ne sont qu'une facette de la vie secrète des fonds marins, à 2400 mètres sous la surface. Le nouveau plancher océanique, créé au niveau de la dorsale, entame une véritable épopée. Sur des millions d'années,
Il va parcourir des milliers de kilomètres, comme un gigantesque tapis roulant, avant de descendre dans les fosses sous-marines pour regagner le manteau terrestre. C'est un processus très lent, mais non négligeable à long terme. Chaque année, la dorsale médio-océanique ajoute près de 2,5 km² de nouvelle écorce sur les fonds marins. Cela fait une superficie équivalente à la France tous les 238 000 ans, ou un renouvellement total du plancher océanique tous les 200 millions d'années. Pour suivre l'avancée des fonds marins loin de la dorsale, nous devons plonger encore plus bas. Nous allons pénétrer dans les abysses, le cimetière de l'océan, un paysage spectral constitué par les squelettes de tout ce qui coule jusqu'ici. Nous poursuivons notre plongée dans les entrailles des océans. Après l'étonnante géologie de la plateforme continentale, nous avons croisé les fumeurs noirs de la dorsale médio-océanique et nous nous dirigeons maintenant vers les abysses. À près de 4000 mètres, nous découvrons l'épave du Titanic. Et puis nous arrivons. Le fond de l'océan, entre 4000 et 6000 mètres, est appelé plaine abyssale. Ici, la pression est considérable. Le ballon de football serait réduit à la taille d'une bille. C'est le plus vaste paysage de la planète. Toutes les plaines abyssales recouvrent plus de 60% de la surface terrestre. C'est le champ des morts de l'océan. Aucun rayon de soleil ne filtre, mais tout ce qui coule dans les flots au-dessus finit ici-bas. Les navires, les créatures marines et la neige. Quand on se promène sur le fond des abysses, on se croit en plein blizzard. Cette tempête se poursuit depuis des millénaires. C'est de la neige marine. Et elle crée le plancher océanique des plaines abyssales. Quand les plantes et les animaux de petite taille qui vivent plus haut dans l'océan meurent, leur squelette se met à couler. À elles seules, leurs cellules sont si petites et si légères qu'elles mettraient environ 150 ans pour atteindre le fond. Beaucoup se dissoudraient avant d'arriver. Mais les scientifiques ont constaté qu'une fois agglomérées avec du phytoplancton, elles forment des amas plus gros qui peuvent couler en seulement quelques semaines. C'est ça, la neige marine. Chaque année, le déluge de flocons emporte 815 millions de tonnes de carbone jusqu'au fond des océans. Pour les animaux qui y vivent, c'est une véritable manne tombée du ciel. Au fil des millénaires, la pluie marine et les autres sédiments s'accumulent en une couche épaisse. Quand les géologues sondent le fond des plaines abyssales, ils doivent descendre sur plusieurs dizaines de mètres de sédiments avant d'arriver au socle rocheux. Ils remontent de nombreuses carottes de boue chargées de gaz, vestiges de neige marine, et d'autres détritus. Le plus profond forage scientifique a mesuré une couche de sédiments de 4500 mètres d'épaisseur. Cela fait 11 fois la hauteur de l'Empire State Building. Ici, les épaves de galions espagnols et d'autres navires engloutis mettent des milliers d'années à se désintégrer. Mais ce ne sont pas les seules choses en décomposition dans les plaines. Les cétacés vivent dans les premiers 1500 mètres sous la surface. Mais à leur mort, leur corps coule au fond de l'eau. Environ 69 000 cétacés succombent chaque année et l'immense majorité des cadavres termine sa course dans les plaines abyssales. Une équipe de scientifiques de l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey étudie ce qui se passe autour de ces carcasses au fil du temps. Aujourd'hui, ils vont inspecter les restes d'une jeune baleine bleue. Ils espèrent que son cadavre au large de la Californie leur fournira de nouvelles informations sur la vie dans les profondeurs océaniques.
Un submersible robotisé sera leurs yeux et leurs bras sous l'eau. Ils s'élancent depuis une ouverture dans la coque du bateau de recherche. À plus de 900 mètres, les os de cétacés semblent soigneusement étalés, comme pour une exposition macabre. La carcasse d'une baleine passe par plusieurs stades. Les principaux charognards, les requins et les myxines, disparaissent après la première année, après avoir dévoré les entrées que sont les tissus mous. Viennent ensuite les créatures intéressées par le plat principal, qui lève un coin du voile sur ce monde mystérieux. Ces petits animaux rouges viennent profiter des eaux appétissants. Le biologiste marin Robert Vryenhoek connaît bien ces vers. Quand les os se décomposent, ils laissent apparaître ce qu'il y a à l'intérieur, une belle réserve de graisse. Voilà pourquoi nos mères et nos grands-mères mettaient un os de bœuf dans la soupe, pour qu'on puisse manger la moelle très nourrissante. C'est exactement ce que consomment ces vers. Il faut environ un siècle aux vers et aux autres créatures pour venir à bout d'une grande baleine bleue. Une seule carcasse est si conséquente qu'à l'endroit où elle tombe, elle apporte autant de nourriture à la plaine abyssale que 4000 ans de neige marine. Pour identifier les créatures qui se nourrissent des eaux, l'équipe de Robert Vryenhoek doit en remonter certaines en surface. Une fois à bord du bateau, les différentes espèces sont identifiées et recensées. Les chercheurs constatent à quel point la contribution des cétacés à l'écosystème abyssal est importante. 1 mètre carré de squelette peut faire vivre plus de 140 espèces différentes, dont certaines se nourrissent uniquement de baleines mortes. Voilà ce qu'on cherchait. Pour cette seule expédition, les biologistes marins ont découvert 3 nouvelles espèces. Cela confirme à quel point nous connaissons mal les grands fonds. Dans cette discipline, l'avenir est tout tracé. À chaque plongée, nous découvrons quelque chose de nouveau. Des échantillons incroyables. Au fil des millénaires, les carcasses de cétacés ajoutent leur contribution à l'épaisse couche de sédiments qui recouvre le fond de l'océan. Mais cette dernière ne sera pas toujours là, car l'immense plaine abyssale se déplace. Comme un immense tapis roulant, elle s'éloigne des dorsales pour gagner les profondeurs des fosses océaniques. Et tout ce qui se trouve dessus avance aussi, les épaves, les animaux morts et des îles entières. Pour mesurer cette dérive du fond marin, il suffit parfois de regarder en surface et de visiter l'archipel le plus isolé de la planète, Hawaï. Et voici la Grande Île. De sa base immergée à son sommet, c'est la plus grande montagne du monde avec près de 1400 mètres de plus que l'Everest. Pourtant, malgré sa taille imposante, elle bouge, entraînée par le plancher océanique. Les îles d'Hawaï sont situées sur la plaine abyssale, directement au-dessus d'un point chaud, une déchirure dans l'écorce terrestre. Par cette ouverture, le magma s'écoule pour former un immense volcan, la Grande Île. Ces spectaculaires coulées de lave sous-marine montrent que l'île poursuit sa croissance. Mais pas pour longtemps. Le tapis roulant emmène la Grande Île loin du point chaud et à sa place, un autre volcan apparaîtra. Puis un autre, car le processus va continuer. Nous pouvons visualiser ce qui se passe en déplaçant un morceau de papier au-dessus d'une flamme. La Grande Île est le dernier d'un chapelet de volcans éteints qui ont surgi à cet endroit. Le plus éloigné est maintenant à 5800 km. Il est passé sur le point chaud il y a 85 millions d'années.
Cela signifie que le plancher sous les pieds de Hawaï parcourt en moyenne 7,5 cm par an. Si Hawaï continue à dériver au même rythme dans la même direction, dans 64 millions d'années, elle finira sur la côte est de la Russie. En bout de course, cette île immense se jettera dans une fosse océanique. Maintenant, notre plongeuse se prépare à entrer dans des abîmes terrifiants, les régions les plus profondes et les plus dangereuses de l'océan. Nous allons voir que ce milieu étrange, coupé du monde, est le théâtre de certains des plus violents phénomènes naturels au monde. Dans notre exploration du fond de l'océan, nous avons déjà croisé d'étranges créatures, de hautes montagnes et d'immenses déserts. Mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Notre plongeuse n'a parcouru que la moitié du chemin. Maintenant, quittons les abysses pour rejoindre les fosses océaniques tout au fond de l'eau. C'est un monde inhospitalier et méconnu que seule une poignée d'humains ont visité. Mais ce qui se passe ici peut avoir des conséquences dramatiques pour nous en surface. À 6 km, le plancher océanique se dérobe et nous laisse devant ce qui ressemble à un gouffre sans fond. Ces immenses fosses sont les points les plus profonds de l'océan et de la planète. Et la plus grande est la fosse des Mariannes, dans le Pacifique Nord, à 300 km au sud-ouest de Guam. Elle est si profonde que seules 2 personnes ont tenté d'aller jusqu'en bas. 23 janvier 1960, l'Américain Don Walsh, lieutenant de marine, et le Suisse Jacques Piccard, explorateur sous-marin, s'enferment dans leur bathyscaphe, le Trieste, une sphère de métal de 150 tonnes. Ils plongent sous les vagues et entament leur descente dans la fosse des Mariannes. Il leur faudra 5 heures pour en atteindre le fond. En chemin vers l'inconnu, ils croisent des créatures bioluminescentes. À 6000 mètres, l'un des hublots se fendille. Mais la noyade n'est pas leur pire crainte. À cette profondeur, la pression est phénoménale. Si une fuite apparaissait, l'eau s'engouffrerait si vite qu'elle transpercerait le corps des passagers, les tuant sur le coup. 5 heures après son départ, le Trieste s'arrête brutalement au fond de la fosse des Mariannes. Les 2 hommes sont à plus de 10 000 mètres de la surface. À première vue, il n'y a aucun signe de vie. Puis ils aperçoivent brièvement un poisson. Il semble que même dans un milieu aussi extrême, des créatures puissent survivre. Mais les hommes ne doivent pas s'attarder. Après seulement 20 minutes au fond, ils remontent. Depuis 1960, plus de 400 personnes sont allées dans l'espace. Mais Walsh et Piccard restent les seuls à être descendus tout au fond de l'océan. Leur mission nous laisse entrevoir les forces immenses qui modèlent notre planète. En effet, le processus qui a donné naissance à cette fosse est également responsable de phénomènes naturels parmi les plus violents. Nous sommes à Montserrat, dans les Caraïbes. Avec 11 000 habitants, l'île est une destination touristique très populaire. 25 juin 1997, un panache de fumée s'élève dans le ciel au-dessus de la plus haute montagne de l'île. Des avalanches meurtrières de cendres brûlantes et de roches en fusion font fuir tout le monde. Il y a 19 morts. Le paradis s'est changé en enfer. C'est un drame dont l'île aura du mal à se remettre.
En raison de l'activité volcanique, le plancher océanique se déplace. Mais contrairement à Hawaï, Montserrat n'est pas sur un point chaud. Les événements de juin 1997 sont le résultat d'une confrontation cataclysmique qui a lieu tout au fond des fosses océaniques. Montserrat se trouve au bord de la fosse de Porto Rico, la plus longue et la plus profonde de l'Atlantique. L'île doit son existence et son histoire agitée au système de tapis roulant terrestre. La dorsale médio-océanique pousse la plaque nord-américaine vers la plaque caraïbe. Et leur rencontre est forcément explosive. Un processus appelé subduction contraint la plaque nord-américaine à se glisser sous la croûte terrestre. À mesure que la plaque s'enfonce vers le noyau, elle est soumise à une chaleur et à une pression intense. Sous l'effet de la pression, l'eau est expulsée des sédiments contenus dans la plaque. Cela abaisse le point de fusion de la roche située au-dessus. Elle se change en magma, remonte en surface et surgit sous la forme d'un volcan. Sur des millions d'années, la cendre et la lave s'accumulent au fond de l'eau. Elles finissent par émerger pour former des îles volcaniques comme Montserrat. Mais pour chaque volcan qui s'élève au milieu des vagues, il y en a au moins 2 cachés sous les flots. On estime que 70% des volcans du monde sont sous-marins. Le Pacifique possède la plus grande concentration de volcans sous-marins. Beaucoup sont répartis sur une ceinture de feu de 40 000 km qui borde tout l'océan. Aujourd'hui, le volcan de Montserrat est toujours en éruption. La moitié de l'île est interdite d'accès et l'ancienne capitale a été abandonnée. Le processus de subduction qui a créé l'île et menace aujourd'hui de la détruire ne s'arrête jamais. Au cours des 200 prochains millions d'années, les zones de subduction vont engloutir presque la totalité du plancher océanique actuel et tout ce qui s'y trouve. L'immense tapis roulant va emporter les épaves, les carcasses de cétacés et même des îles entières, les recrachant plus tard lors de violentes éruptions volcaniques. Mais cette évolution ne se fait pas forcément de manière fluide. Dans notre odyssée vers les fonds marins, nous allons voir ce qui se passe quand le tapis roulant est coincé. C'est la démonstration de la force la plus terrifiante des océans, la source des tsunamis. Nous sommes maintenant tout au fond de l'eau, dans les fosses océaniques, à environ 10 000 mètres de la surface. Le plancher océanique naît dans la chaleur de la dorsale, avant d'être emporté par le tapis roulant sur des milliers de kilomètres pour disparaître dans les fosses océaniques. Mises bout à bout, les fosses mesureraient au moins 10 000 km de long. Presque tous les 4 millions d'années, elles avalent l'équivalent de la superficie des États-Unis en fond marin. Mais le plancher océanique ne se laisse pas toujours faire. Sa disparition provoque l'un des processus naturels les plus violents, si puissant qu'il est ressenti à des milliers de kilomètres. 26 décembre 2004. Une journée idyllique commence sur les plages de l'océan Indien. À des centaines de kilomètres en mer, loin sous la surface, le tapis roulant océanique va bientôt libérer toute sa fureur. Au fond de la fosse de Java, la friction empêche la plaque indienne de passer sans accroc sous la plaque birmane. La tension enfle depuis des siècles et elle va bientôt exploser. Tous les éléments sont réunis pour créer un méga-séisme, assez brutal pour déclencher un tsunami.
José Borrero du groupe de recherche sur les tsunamis étudie les forces responsables de ces vagues monstrueuses. Les composants clés d'un tsunami sont un immense séisme, de l'eau profonde et de nombreux mouvements du plancher marin. Pour provoquer un tsunami, un séisme doit être particulièrement violent, au moins 7 sur l'échelle de Richter. Plus le séisme est fort, plus la vague du tsunami sera haute. 7h58 le 26 décembre 2004. La plaque Birman bondit soudain de 15 mètres. La tension qui s'est accumulée depuis des siècles se relâche en quelques secondes. Sur 1200 km de zone de subduction, le plancher océanique se soulève, ce qui se traduit par un séisme de 9 sur l'échelle de Richter. On estime que la libération d'énergie équivaut à 100 gigatonnes de TNT, soit plus de 6 millions de fois la bombe d'Hiroshima. Cette violente secousse soulève 30 km3 d'eau. La surface est donc perturbée et la mer est poussée loin de l'épicentre. Un gigantesque mur d'eau s'avance à la vitesse d'un avion. Il va déferler sur ces plages paisibles en moins d'1 heure. Au large, un tsunami peut se déplacer à 800 km/h, mais la vague ralentit en atteignant des zones moins profondes. C'est ce ralentissement qui rend les tsunamis particulièrement meurtriers. Car alors que l'avant de la vague va moins vite, l'arrière est toujours aussi rapide. C'est comme le déraillement d'un train. La locomotive s'arrête, mais derrière, les wagons se télescopent. On a donc une augmentation massive du niveau de l'eau, ce qui détruit tout sur le rivage. À peine 15 minutes après le séisme, le tsunami frappe la côte indonésienne. En 2 heures, il touche la Thaïlande et le Sri Lanka. En 8 heures, c'est au tour de l'Afrique. C'est le tsunami le plus dévastateur de l'histoire. Et un jour, quelque part sur la planète, il y en aura un autre. Car il existe des milliers de kilomètres de zones de subduction instables. L'une des régions les plus inquiétantes est la zone de subduction des Cascades, entre la plaque Juan de Fuca et la plaque nord-américaine. Elle mesure 1100 km de long et 2800 mètres de profondeur, et elle n'est qu'à 80 km des côtes d'Amérique du Nord. Sur le plancher océanique, des volcans se forment à mesure que la plaque Juan de Fuca se déplace vers l'est. Elle entre donc frontalement dans la plaque nord-américaine. La pression s'accumule. Quand elle cédera, les scientifiques craignent la survenue d'un méga-séisme. Pour l'Amérique, ce serait l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire. Un mur d'eau pourrait s'abattre sur la côte ouest en une demi-heure. Sur cette modélisation, les pics indiquent les zones où la vague serait la plus haute. Des villes entières seraient rayées de la carte. Il y aurait des milliers de victimes. Le prochain grand séisme aura lieu à un moment ou à un autre, dans les 3 prochains siècles. Cela pourrait même être pour demain. En surface, l'océan est souvent calme, propice à la détente. On oublie facilement les forces en puissance dans les profondeurs. Pour notre plongeuse, il est temps de remonter à l'air libre. Après ce périple dans les plus profondes fosses, à travers les plaines abyssales, dans le chaos de feu de la dorsale médio-océanique, en passant par les étranges mares sous-marines de la plateforme continentale. Nous avons découvert un univers isolé et surprenant qui a des conséquences directes et dramatiques sur notre vie en surface. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont exploré que 10% des fonds marins. Sous les flots se cachent des créatures surprenantes et des merveilles naturelles qui attendent d'être dévoilées dans le monde mystérieux des profondeurs.